m'entendez là? Ah, c'est pas connu. C'était le micro qui était mal réglé. Bon, camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'union départementale. J'excuse l'absence de Patrick, mais je reviendrai tout à l'heure sur cette question. Car comme vous le savez, se tient dans quelques semaines, le 22 mai, le congrès de notre union départementale. Mais avant de revenir sur ce congrès, je voulais non pas compléter, parce que le rapport de Claire est très complet. Et clair. Quel jeu de mots. Mais donner quelques informations supplémentaires. D'abord, je voudrais dire que les décisions qui sont prises actuellement par le gouvernement sont des décisions qui sont prises en vertu d'une politique globale que Denis Kessler, en 2007, qualifiait ainsi. Je vais vous lire l'éditorial ou un extrait de l'éditorial qu'il écrivait dans le journal patronal en 2007. Denis Kessler, vous le connaissez, c'était le vice-président du MEDEF à l'époque. Il disait « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverses, statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, réforme de la sécurité sociale, paritarisme, 3 petits points. À y regarder de plus près, on constate une profonde unité à ce programme ambitieux, et il concluait « La liste des réformes, point d'interrogation, c'est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952 sans exception, elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Eh bien écoutez, ce programme de 2007, qui était le programme du gouvernement à l'époque, c'est toujours le programme du gouvernement actuel. La loi Macron 1, bientôt Macron 2, elle obéit à cette logique de défaire méthodiquement tout ce qui a été construit après-guerre, en particulier par le Conseil national de la résistance, mais en lien avec le formidable mouvement de l'après-guerre. La classe ouvrière prenant en main sa propre destinée. La sécurité sociale, le statut général de la fonction publique, la loi du 11 février 1950, les statuts des enseignants, parce que comme je suis enseignant, je tiens quand même à le souligner parce qu'il est mis à mal aujourd'hui. Toutes ces réformes sont remises en cause aujourd'hui, avec un objectif, bien entendu, c'est d'abaisser le coût du travail de manière systématique, organisée, dans le détail. Et si on prend l'annonce faite à l'issue de ce deuxième tour des élections politiques, c'est quand même extraordinaire. À peine on avait le résultat qu'à 20h03, le Premier ministre annonçait qu'il allait poursuivre la politique qui était, et cette politique qui était engagée, qu'il avait bien compris le message des urnes. Et là, regardez de plus près. Mais il y a quand même, dans ce Macron 2, je ne sais pas s'il s'appellera encore comme ça, en tout cas cette volonté de réforme d'ici l'été, il y a l'objectif de remettre en cause le principe de faveur et la hiérarchie des normes. Et c'est pas n'importe quoi. Les précédents gouvernements ont déjà engagé des réformes visant à remettre en cause le principe de faveur, la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est d'en finir avec la loi du 11 février 1950, la loi sur les conventions collectives, substituer au Code du travail et aux conventions collectives des accords locaux d'entreprise, y compris pas seulement, vous avez vu, pour les entreprises en difficulté, mais pour l'ensemble des entreprises, la possibilité de négocier, le couteau sous la gorge, un certain nombre d'accords qui, par exemple, remettraient en cause les 35 heures dans les mois qui viennent. La possibilité
de remettre en cause le contrat de travail, de le flexibiliser. Vous avez vu que, dans un premier temps, apparemment, ça concerne uniquement les PME et les TPE. La volonté du gouvernement, c'est de permettre une plus grande flexibilité du contrat de travail, de fusionner, c'est une vieille idée, je parlais de 2007, ça date de 2007 et même peut-être d'avant, cet objectif de fusionner le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée pour permettre plus facilement les licenciements. Et le patronat et le gouvernement nous disent, mais comme ça, il y aura moins de chômage. Alors expliquez-moi, camarades, comment peut-il y avoir moins de chômage si vous donnez la possibilité au patron de licencier? Si vous réduisez le coût du travail, c'est-à-dire le pouvoir d'achat du français, qui permettent quand même ce pouvoir d'achat de faire fonctionner la machine économique. Comment peut-on produire aujourd'hui? Comment peut-on faire fonctionner un appareil économique si on réduit sa capacité, c'est-à-dire la capacité du pouvoir d'achat? C'est toutes ces questions qui sont posées. Moi, je vous demande de réfléchir, y compris aux questions de fond. La question de la remise en cause de la hiérarchie des normes et du principe de faveur. Parce que tout le monde comprend bien aujourd'hui. Des copains dans un certain nombre de secteurs, ça a été le cas dans l'automobile, mais ailleurs, par exemple à Manitou en 2007, dans une situation difficile, on dit aux syndicats, à nos camarades, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter un certain recul si on veut sauver l'emploi. Et comme ça, eh bien, on prend un certain nombre de mesures, on nous pousse à prendre un certain nombre de mesures d'augmentation du temps de travail, de réduction des salaires, etc. Donc c'est une question centrale aujourd'hui. Et on a intérêt à bien expliquer les choses à l'ensemble des syndiqués, à l'ensemble et au-delà à l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, et pas seulement une situation d'austérité. Ah, il y a eu un débat avec c'est Joseph là, qui a parlé de Berger. C'est vrai que c'est incroyable. Vous avez aujourd'hui des syndicats, prétendues organisations syndicales, qui soutiennent la politique de ce gouvernement, qui soutiennent l'exigence de l'Union européenne, parce que c'est quand même l'Union européenne qui derrière est aux manettes, n'oublions pas, qui soutiennent l'exigence de l'Union européenne de remettre en cause tous nos droits. Mes camarades, ça aussi c'est important, c'est une donnée importante du point de vue de notre stratégie syndicale. On a fait, et ça a été le cadre de la discussion du congrès de Tours, nous avons fait exploser d'une certaine manière le syndicalisme rassemblé. Jusqu'à maintenant, et c'était le cas depuis 2003, vous vous rappelez, en 2003, la fameuse réforme des retraites, on a essayé de se battre contre cette réforme des retraites. En septembre 2010, on a essayé de se battre contre la réforme des retraites. Et puis à chaque fois, il y a eu des centaines de milliers de travailleurs qui se sont mis en grève, qui ont manifesté, et malgré ça, on n'a pas pu obtenir le recul des gouvernements, quels qu'ils soient. Pourquoi? Parce que vous aviez un cadre unitaire, et je prends le mot unitaire avec des guillemets, avec CGT, avec CFDT en particulier, qui nous amenait sur un terrain qui était le terrain en fait du soutien critique certes, mais du soutien à la politique et aux réformes qui étaient proposées. Et il y avait une pression forte d'ailleurs sur notre organisation pour nous entraîner sur ce terrain-là. Rappelez-vous, en septembre 2010, la CGT et la CFDT nous ont entraînés semaine après semaine sur des manifestations à répétition qui ont épuisé les salariés et nos syndiqués aussi. Et pourtant, rappelez-vous, en septembre 2010, nous avons eu les plus grosses manifestations jamais connues, même je crois qu'en 68, ou mobilisation. Donc la question, c'est pas seulement la mobilisation. Il peut y avoir des centaines et des centaines de milliers de salariés, de travailleurs en mouvement dans la rue. Mais si on les amène sur un terrain de journée d'action à répétition, de soutien critique aux réformes,
en disant voilà, oui, eh ben, cette réforme, bon, on n'est pas complètement contre, mais on veut la faire évoluer. C'était ça la position de la CFDT déjà. Et la CGT s'alignait sur cette position. Eh bien, on épuise les travailleurs et on permet à l'ensemble des réformes de passer. Donc là, il y a une situation qui est nouvelle. Certes, il y a les réformes. Dans notre vocabulaire, on appelle ça des contre-réformes. Il y a des contre-réformes, mais il y a une situation nouvelle où on a cassé ce cadre de ce que nous appelons à Force ouvrière le syndicalisme rassemblé, qui est un syndicalisme finalement de soutien à l'ensemble des réformes. Et ce n'est pas toujours facile de s'en sortir, parce que vous savez, la question de l'unité, hein, c'est une pression sur, y compris nos secrétaires de syndicats, sur notre organisation tout entière, parce que quand on nous propose l'unité, c'est difficile de dire non. Donc c'est compliqué d'avoir cette discussion, y compris dans nos propres rangs. Et on a fait sauter ce verrou-là. Est-ce qu'aujourd'hui on pouvait s'engager dans l'unité avec une organisation syndicale, la CFDT, qui explique aujourd'hui qu'il n'y a pas d'austérité, qu'il y a un tout petit peu de rigueur. Donc finalement ça ne va pas si mal que ça. Est-ce qu'on peut s'engager dans l'unité avec une organisation qui accepte tout? Je parle de la CFDT, mais je parle également de l'UNSA. Moi je pense, et c'est ce que nous pensons au niveau des instances de l'UD, que si nous voulons gagner aujourd'hui, si nous voulons mettre un point d'arrêt à la politique qui est menée par ce gouvernement avec l'Union européenne, eh bien il faut d'une part garder notre indépendance, nous, Force ouvrière, expliquer comme organisation, hein, donner notre opinion sur ce qui se passe, sur la situation, ce qu'a fait tout à l'heure Claire, expliquer les choses nettement. Et il faut chercher l'action commune, mais l'action commune sur les vraies revendications. Et c'est vrai que nous avons entraîné la CGT, la Confédération Générale du Travail, nos cousins, même si je pense que c'est nous qui continuons la vraie CGT. Nous avons entraîné la CGT sur nos positions. Alors ne croyez pas que c'est simple. Tout ça, ça s'est fait en rapport avec la crise qui traverse la CGT. Hein, l'appartement de Le Pen, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En relation donc avec la crise qui traverse la CGT, et puis une discussion qui se mène dans leur rang, puisqu'un certain nombre de militants de la CGT, et d'ailleurs certains sont pressés à Force ouvrière, tant mieux, n'acceptent pas que la CGT en permanence file le train de la CFDT. Et c'est comme ça, par la décision de notre congrès du mois de février, s'adressant à la CGT, que nous avons réussi à obtenir un appel à la grève interprofessionnelle. Alors je le dis parce que ce n'est pas une simple journée d'action. La grève interprofessionnelle, elle a été décidée, et je pense que dans l'histoire, je crois que c'est 95, et encore, c'était même pas un appel commun, c'était des appels convergents à la grève interprofessionnelle, avec manifestation à Paris. Donc c'est loin dans l'histoire. Depuis, en tout cas 2003, nous avons vu en permanence des journées d'action à répétition qui ont épuisé les salariés. Donc le fait que notre congrès confédéral s'adresse à l'ensemble des organisations, en particulier la CGT, pour organiser la grève interprofessionnelle, eh bien ça marque le paysage sur une base claire, le refus de la politique d'austérité. Mais la politique d'austérité, c'est quoi? C'est le pacte de responsabilité. Vous avez vu d'ailleurs que l'Union européenne aujourd'hui exige, en plus des 50 milliards sur les 3 ans à venir, 30 milliards supplémentaires d'économie, et qu'il y a un train de réforme supplémentaire qui soit mise en œuvre. C'est quand même un élément important contre le pacte de responsabilité. Et puis comme le dit Jean-Claude régulièrement,